Bien, donc partie petit b, diagramme de phase PT. Donc je voudrais revenir sur ce graphique ici. Ce graphique, il est tracé à P fixé. Si je change la pression atmosphérique exercée sur le piston, ou si je place des conditions telles que la pression soit différente, on va voir une modification de la hauteur en température de ce palier. Donc il est possible de mesurer ces températures de changement d'état, qui sont uniques à pression fixée, et de les représenter dans un graphique. Ce graphique, il a P en ordonnée et T la température en abscisse. Et on y répertorie tous les paliers de température. Donc on trace les pressions de changement d'état en fonction des températures de changement d'état. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus piqué ici. Voilà. Quasiment vertical ici. Cette courbe ici se poursuit jusqu'à l'infini. Celle-ci s'arrête en un point C. Et les trois se rejoignent en un point grand P. Alors sur ce graphique, on peut représenter les domaines d'existence des différents états. Lorsque la température est importante et la pression faible, on est dans l'état gazeux. Lorsque la pression est importante et la température faible, l'état dominant est le solide. Et entre les deux, le liquide. Ce diagramme, il a la même allure pour presque tous les corps purs. Ce ne sont pas forcément les mêmes pentes. Les points T et C ne sont pas placés aux mêmes endroits, mais on a la même allure pour tous les corps purs. Dans le diagramme PT, l'ensemble des points correspondant à une coexistence de deux phases constitue une courbe d'équilibre. Donc cette courbe, elle délimite les domaines d'existence des différentes phases. Dans ce diagramme, le volume et la quantité de matière ne sont pas fixés, ne sont pas importants. Ce diagramme nous dit que pour une pression et une température donnée, on est capable de connaître l'état d'un corps pur. Il existe des courbes d'équilibre où un corps pur peut être sous deux formes différentes en coexistence dans le même système thermodynamique avec les mêmes conditions de pression et de température. Si la pression ou la température est fixée et que nous sommes dans un état où il y a coexistence de deux états, alors on est forcément quelque part sur une de ces courbes d'équilibre. Dans les domaines, à l'inverse, la pression et la température peuvent varier indépendamment tant que l'on reste dans les limites à l'intérieur, tant qu'on ne croise pas une des courbes d'équilibre.
Enfin, vous remarquez qu'il existe un point où les trois courbes d'équilibre se rejoignent. Ce point où les trois courbes se rejoignent, il est appelé point triple. T. Au point triple, les trois états coexistent. Donc le point triple définit les seules conditions de température et de pression qui permettent d'avoir une coexistence des trois états de la matière pour un même corpus en même temps dans le même système. Ce point il est unique. Et il est caractéristique du corpus. Ça peut être un moyen de détermination de la nature d'une substance inconnue, par exemple. Alors, par exemple, le point triple de l'eau est à une température de 273,16 Kelvin, c'est-à-dire 0,01 degrés Celsius, et une pression de 611 pascal. Donc largement plus faible que la pression atmosphérique. Le point triple du CO2 est à 217 Kelvin, donc en dessous de la température de gel, et à une pression de 5,19 10 puissance 15 pascal. C'est impressionnant. Alors on peut commenter plus avant ce diagramme en remarquant, je garde le diagramme pour commenter, que le nombre de variables que l'on peut faire, que l'on peut modifier, dépend de l'état du système. Dans un domaine donc solide, liquide ou gaz, P et T peuvent varier indépendamment. Donc on dit que le système est divariant. Sur une courbe d'équilibre, il existe une relation entre P et T. On dit que le système est monovariant. Si je change T, je change P, et inversement. Au point triple, je ne peux pas varier les conditions extérieures, P et T.
voilà, nous avons commenté le point triple. Il nous reste à commenter le point C, ici, où s'arrête la courbe d'équilibre entre liquide et gaz. Alors cette courbe, enfin ce point, s'appelle le point critique. Donc c'est défini comme l'extrémité de la courbe de vaporisation, qui est la courbe d'équilibre entre liquide et gaz. Cette courbe de vaporisation, elle nous indique qu'il y a la coexistence de deux phases à ces pressions et ces températures. Si cette courbe n'existe plus, c'est que le système est monophasé, il existe une seule phase dans le système. Et donc vous voyez que à une température suffisamment grande, il n'y a plus de distinction entre liquide et gaz. Alors on parle en fait de fluide supercritique. C'est un fluide qui a des propriétés qui sont à mi-chemin entre celui du liquide et du gaz. Et en général, il est extrêmement chaud, donc on a une forte agitation moléculaire. Au-delà de C, il n'y a plus de transition entre liquide et gaz. Il s'agit du même état. Appelé fluide supercritique. Alors par exemple, le point critique de l'eau est à Tc égale 674 Kelvin et Pc égale 220 bar. 220 fois la pression atmosphérique environ. Et enfin, une dernière remarque, complètement décorrélée du point critique. À propos de la courbe d'équilibre entre solide et liquide, donc la courbe de solidification. Donc cette courbe, c'est celle-ci. Et vous voyez qu'elle est quasiment verticale. Courbe d'équilibre, donc solidification ou courbe de fusion. Elle est presque verticale. Donc ça signifie que la pression a très peu d'influence sur la température de changement d'état entre solide et liquide.
Enfin, concernant cette courbe, il est possible de montrer que le signe de la pente de cette courbe est lié à la différence de volume massique entre le solide et le liquide. Alors ça, je ne vais pas vous le démontrer, je vais vous l'affirmer. Le signe de la pente de la courbe de fusion, la courbe d'équilibre solide-liquide, est celui de la différence entre le volume massique du liquide moins le volume massique du solide. Donc en général, si je représente un petit diagramme PT là, hop, cette pente, elle est quasiment verticale, mais elle est positive. Si je veux exagérer le trait un peu, je peux faire ça comme ça. Ça veut dire que Vlic moins Vsol, les différences de volume massique, sont positives. Ça veut dire que à masse équivalente, le volume du liquide est plus grand que celui du solide. Et donc ça implique en particulier que le solide coule dans le liquide. Donc je vous imagine froncer les sourcils, parce que ce n'est pas le cas d'un corps pur que nous connaissons très bien. Ce n'est pas le cas de l'eau. La glace d'eau flotte sur l'eau liquide. Alors en fait, c'est parce que l'eau est un cas particulier. Le diagramme PT de l'eau, semblable aux autres, mais avec une seule différence, c'est que la courbe de fusion est de pente négative. Pente importante, mais négative. Donc le solide, la glace, le liquide, l'eau liquide, et le gaz, la vapeur d'eau. De notre V d'ailleurs. Alors si on veut se faire une idée des conditions usuelles de température et de pression, la pression atmosphérique pour l'eau liquide, elle est située environ ici. Hop. Donc ici nous avons θ égale 0 degrés Celsius, et ici 100 degrés Celsius pour la pression atmosphérique. P0 égale 1 atmosphère. Donc ce que me dit ce diagramme, c'est que à la pression atmosphérique P0, si je fais varier la température, je peux rencontrer les trois états de l'eau. Le solide en dessous de 0 degré, le liquide entre 0 et 100, le gaz au-dessus de 100. Si j'applique une pression suffisante à l'ensemble, je vais avoir solide, liquide, fluide supercritique. Et si je mets une pression qui est inférieure à celle du point triple, ici, je me retrouve avec, en fonction de la température, seulement comme état possible, le solide et le gaz. Donc, ici, de solide à liquide, j'ai une fusion, de liquide à gaz, j'ai une vaporisation, et inversement. Si je me place en dessous du point triple, je vais avoir ici une sublimation ou une condensation selon le sens de parcours.
pour l'eau, je l'ai dit tout à l'heure, on a Vlic moins Vsol qui est inférieur à 0. C'est-à-dire que la glace flotte. Voilà, donc juste pour vous prévenir que le corps pur que nous avons tous en tête quand nous pensons au changement d'état du corps pur est en fait un cas particulier. Il y a cette petite bizarrerie d'avoir un solide qui prend moins de place que le liquide. Pour les chimistes, la raison profonde derrière tout cela, c'est la longueur de la liaison hydrogène entre les petits hydrogènes de chaque côté de la molécule d'eau et les doublés non liants de l'oxygène. Vous pourrez y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Alors dans la suite de ce chapitre, on va se concentrer majoritairement sur l'équilibre entre le liquide et la vapeur. Donc on va se placer globalement sur cette courbe ici entre T et C, la courbe de liquéfaction, la courbe de vaporisation ou liquéfaction. Et nous allons essayer de voir comment nous pouvons, pour un équilibre liquide-gaz, essayer de comprendre quelles sont les proportions et comment se passe le changement d'état. Donc j'entame un petit 2. Cas particulier de l'équilibre liquide-vapeur d'un corps pur. Et nous allons commencer par faire un choix de variables intelligents pour décrire ce changement d'état de façon quantitative. Le problème de notre beau diagramme PT qui nous a aidé à comprendre comment fonctionne l'agencement des différents états, le problème de ce diagramme, c'est qu'il décrit toute la transition de phase sous la forme d'un point. On nous dit, à cette pression, à cette température, il peut y avoir un changement d'état. Et voilà, c'est tout. Il ne nous en dit pas plus. Donc nous, on va vouloir décrire quantitativement ce changement d'état en regardant ce qui se passe pour les autres grandeurs physiques. Par exemple, combien y a-t-il de liquide, combien y a-t-il de vapeur à un instant donné. Donc la question qu'on va se poser dans un premier lieu, c'est combien faut-il de variables pour décrire un mélange liquide-gaz à l'équilibre thermodynamique. Donc ce mélange liquide-gaz, je peux le représenter dans un système fermé, par exemple. Je peux mettre un cylindre avec un piston, ce serait plutôt ça la réalisation expérimentale. Piston sans masse, sans frottement, avec une phase liquide et une phase gazeuse. Donc si j'appelle le liquide 1 et le gaz 2, je possède un ensemble de variables qui vont être nécessaires pour décrire complètement l'état de ce liquide et de ce gaz. Alors déjà, les variables qui sont nécessaires pour décrire chacune de ces phases, ce sont les variables thermoélastiques dont nous avons l'habitude.
chaque phase est décrite par un jeu de variables. La pression, PI, donc P1 ou P2, son volume, sa température et sa quantité de matière. Donc là, nous avons un système à 8 inconnus à résoudre. Donc vous savez que pour pouvoir résoudre ce système, il va me falloir au moins le même nombre d'équations. Si je veux obtenir une solution mathématiquement. Alors déjà, des équations qui relient les variables du système, je peux en trouver plusieurs. La première à laquelle je peux penser, ça va être la condition d'équilibre thermodynamique. Cet équilibre thermodynamique, c'est l'équilibre thermique et mécanique. L'équilibre thermique m'assure que la température du liquide et la température du gaz sont la même. Elles sont d'ailleurs toutes les deux égales à la température de changement d'état qui est indiquée dans le diagramme PT. De même, je suis à l'équilibre mécanique. Donc, par exemple, si j'ai une pression extérieure P0, l'équilibre mécanique m'assure que P1 égale P2 égale P0. On va toujours considérer ici que le liquide a un volume assez faible pour ne pas avoir à se soucier de la pression hydrostatique. On va considérer que la pression dans le liquide est partout la même. De plus, donc là on a deux équations, T1 égale T2, P1 égale P2. On connaît les équations d'état du liquide et du gaz. Donc l'équation du liquide, ça peut par exemple être dans l'approximation des phases condensées indilatables et incompressibles, ça peut être V1 égale constante, A n fixée. Et l'équation d'état du gaz, on va pouvoir supposer un magnifique PV2, P2V2 égale N2RT2. Équation d'état des gaz parfaits, supposons. Alors, je vous donne des exemples, ça pourrait être d'autres équations d'état. Ce qui est important ici, c'est qu'il en existe et qu'elles relient les variables entre elles. De plus, on a la courbe de vaporisation du diagramme PT qui nous donne T comme une fonction de T. Donc on a une autre équation pour décrire le système. Donc 1, 2, 3, 4, 5 équations, 10 inconnues. Il nous en manque 3. Alors de plus, si le système est fermé, ce qui est le cas que j'ai représenté ici, on a une autre équation qui est que s'il y a un atome du liquide qui devient un atome du gaz, il y a un atome de moins dans le liquide et un atome de plus dans le gaz, la quantité de matière totale du système est toujours conservée. Ça nous donne une sixième équation. Et donc on peut en conclure, moi je vois pas d'autre équation en tout cas, que pour décrire complètement un système diphasé à l'équilibre, il va nous falloir spécifier deux variables. Une propriété pour décrire complètement l'état d'équilibre d'un corps pur diphasé
en système fermé. Donc, je peux appeler la constante ici, je peux l'appeler petit n par exemple. Il suffit de deux variables thermoélastiques. Donc ça veut dire qu'on peut choisir de spécifier T et V, par exemple. Donc deux variables qui ne sont pas déjà reliées par une équation. Par exemple la température et le volume, ou la pression et le volume. Etc. Alors vous remarquerez que on connaît déjà un diagramme qui rassemble la pression et le volume. Ce diagramme, c'est le diagramme de Clapeyron, que nous avons vu la dernière fois. Et donc maintenant, on va s'attacher à représenter la transition de phase liquide-gaz dans le diagramme de Clapeyron. Alors déjà, on va définir le type de transformation que nous avons ici. Donc quand je dis transformation, c'est qu'on est en train de changer l'état d'équilibre du système thermodynamique. On passe d'un état à l'autre. Alors un système subit une transformation isotherme si sa température reste constante le long de sa transformation. Ça, vous l'avez déjà défini, je pense, en cours de chimie. Une remarque importante, ceci sous-entend que la température du système est homogène, pour pouvoir parler justement de la température. Et si la température est uniforme, ça veut dire que le système est à tout instant en équilibre thermique. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. Alors donc, on fait varier la température. Pardon, on fait varier, on fixe la température pour avoir une transformation isotherme. Et on fait varier, par exemple, le volume en lien de la pression, ou l'inverse. Par exemple, ici, on va compresser le gaz. Alors, si on fait ça, dans le diagramme PT, on va réaliser, disons, une compression. Ça veut dire que l'on prend un gaz et on augmente la pression sur celui-ci jusqu'à qu'il change d'état. Donc ici, on a un gaz à une pression et une température donnée,
Et on va réaliser une transformation isotherme, c'est-à-dire que je vais évoluer dans ce diagramme à température constante. Là, je représente le chemin de la transformation du système lors du changement d'état. Alors, je vais ici placer un point M1 et un point M4. M1, c'est le début de l'état du début de la transformation, M4, c'est la fin. Alors, pourquoi j'ai pris M1 et M4? Parce que je peux définir plusieurs états à la même pression, à la même température, avec différentes compositions. Donc, ici, il y aura M2 et M3. Alors, bien entendu, ici, le diagramme PT ne me donne pas la quantité de liquide par rapport à la quantité de gaz. Pour ça, j'ai besoin du diagramme de Clapeyron. Et alors, dans le diagramme de Clapeyron, cette transformation, on va mettre ici P et disons petit v le volume massique. Nous sommes à T fixé et donc à P fixé parce que le système est monovariant lors du changement d'état. Donc on observe un palier, hein, exactement comme on avait observé un palier de température en changeant la pression, au cours du temps, en changeant l'état du système. Ici on a un palier de pression, comme on a un palier de température. Alors M1 peut être par exemple ici, ici M1. Ici on va dire M2. Ici M3, ici M4. Alors il y a plein de choses à dire de ce diagramme. Hein. Donc ici on a le liquide à faible volume, ici on a le gaz, ici on a un mélange liquide-gaz à l'équilibre. La pression à laquelle se passe le changement d'état s'appelle la pression de vapeur saturante. On y revient. Elle dépend de la température, c'est la température du palier de changement d'état. Alors si je décris un peu ce qui se passe sur ce diagramme de Clapeyron, de M1 à M2, nous sommes en train de diminuer le volume du gaz. Donc nécessairement la pression augmente au fur et à mesure qu'on va par exemple pousser le piston. Nous avons affaire à une compression isotherme. Alors cette compression isotherme, si le gaz est un gaz parfait, on connaît la forme de la courbe associée. nRT sur V, donc une branche d'hyperbole, c'est la fonction inverse. P augmente quand le volume massique diminue. De M2 à M3. Donc, quand la pression du gaz atteint la pression du palier, que j'appelle pression de vapeur saturante. La première goutte de liquide apparaît dans le gaz. Donc le corps conserve la pression Psat jusqu'à que tout le gaz soit liquéfié. Donc jusqu'à la liquéfaction complète du gaz.
M3, la dernière bulle de gaz disparaît. Ensuite, à partir de M3, j'ai un liquide, complètement un liquide dans mon système. Si je diminue le volume massique, la pression augmente drastiquement. Donc, si je prends l'hypothèse des phases non compressibles, je devrais ici avoir une droite verticale. En réalité, toutes les phases condensées sont légèrement compressibles, légèrement dilatables. Je vais avoir une courbe avec une pente forte, mais pas non plus pas verticale. Donc de M3 à M4, j'assiste à une compression isotherme du liquide. Alors, on va donner des noms à tous ces petits points. M3, c'est le point auquel on avait un liquide, si on se déplace dans ce sens-là, et on voit apparaître la première bulle de gaz. C'est donc le point d'ébullition. M2, c'est le point auquel on avait un gaz et on voit apparaître une première goutte. Et donc on appelle ça le point de rosée. Par analogie avec le phénomène météorologique. Et enfin, je l'encadre, la pression d'équilibre liquide-vapeur ou liquide-gaz à la température T, quelle qu'elle soit, est appelée pression de vapeur saturante. Pression de vapeur saturante. On la note PS ou PSAT de T. Et donc, cette pression de vapeur saturante, elle est importante parce que c'est la seule pression pour laquelle, à une température donnée, on peut avoir coexistence du gaz et du liquide. Seule pression à laquelle gaz et liquide peuvent coexister. À T fixé. Donc si je me donne une température, j'ai juste à regarder mon diagramme PT. À une température donnée ici, j'ai une pression de vapeur saturante. C'est la pression qui correspond à la courbe d'équilibre. Si P est supérieur à Psat, alors il n'y a que du liquide à l'équilibre. Si P est inférieur à Psat, alors il n'y a que du gaz.
à l'équilibre. Et dans ce cas, alors dans ce contexte précis, souvent on parle de vapeur sèche pour désigner un gaz pour lequel il n'y a pas de goutte de liquide. Donc une vapeur sèche de vapeur d'eau, ce serait de la vapeur d'eau sans goutte d'eau en suspension, par exemple. Alors bien sûr, cette expérience qui consiste à faire varier le volume et à regarder comment on change la pression, on peut la réaliser pour une température donnée, on peut la réaliser pour aussi toutes les autres températures. Donc sur mon diagramme PT, je peux aller voir ce qu'il se passe ici, 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 etc. Donc en traçant toutes ces courbes dans le diagramme de Clapeyron, je vais tracer ce qu'on appelle les isothermes d'Andrews. L'idée, c'est que si je me place à une température plus basse, alors la pression de vapeur saturante est plus basse également. Et on peut se demander si le changement d'état se déroule de la même façon. Donc on recommence l'expérience précédente. À différentes températures. Et on trace dans le diagramme de Clapeyron. Alors si on fait ça, on obtient ceci. Là, nous avons le volume massique en mètres cubes par kilogramme. Nous avons ici la pression en pascal.